Alors, j'allais dire première partie, non, pour cette seconde partie sur le vol en montagne, euh, quelques petites diapos. Je vais être très succincte et rapide. Je pense que M. Paul Prudent a des choses beaucoup plus intéressantes à vous dire que moi et surtout beaucoup plus pratiquant de la montagne, puisque je ne pratique pas le vol en montagne. Donc ça va être des rappels de choses que vous connaissez pour céder très très vite la parole à Paul. Voilà. Alors, la première chose, c'est le vent en montagne. Donc, vous savez que quand le vent rencontre le relief, forcément sur la partie au vent, vous allez avoir des ascendances, et sur la partie sous le vent, vous allez avoir des descendances. Ceci va s'accompagner aussi par des accélérations aux endroits où il y a des resserrements par effet Venturi, que ce soit des cols ou que ce soit des accélérations un petit peu plus bas dans les vallées, etc. Donc déjà, avoir à l'esprit la zone d'ascendance au vent, la zone de descendance sous le vent, vous connaissez ça très bien. Associé à la zone de descendance, vous pouvez avoir des rabattants, voire des rotors sous le vent. Ces rotors peuvent être extrêmement importants, ils peuvent être, tout comme les ascendances aussi peuvent être extrêmement importantes. Vous pouvez avoir des descendances qui sont de l'ordre de 10 mètres secondes, voire plus. Et je pense que ce qui est important à savoir pour tout ce qui concerne le vol en montagne, c'est que tous les phénomènes météorologiques que vous allez pouvoir rencontrer vont être amplifiés, vraiment amplifiés par rapport au vol en plaine, et que également les situations météorologiques évoluent beaucoup plus rapidement en montagne qu'en plaine. Je crois que s'il y a quelque chose à retenir, et je pourrais m'arrêter là, ça serait ça. Voilà. Vous savez aussi que quand on a des vents forts, les zones qui subissent les frottements, donc qui sont près du sol, près de la surface terrestre, sont soumises à des frottements, ce qui engendre aussi de la turbulence. On a coutume de dire qu'en montant en altitude, on rencontre à un moment une couche qui est laminaire. Bon. Alors ça, c'est la théorie. En général, on dit qu'un tiers au-dessus de la hauteur de la montagne, on doit retrouver des conditions de vol plus laminaires. Mais ça dépend effectivement de la structure elle-même de la masse d'air. Parfois, vous avez une masse d'air qui est déjà dans une nature instable, avec un profil vertical de température qui génère de l'instabilité. Et donc là, vous pouvez monter tout ce que vous voulez, ça sera turbulent pratiquement à tous les niveaux. Et d'autres fois, il ne faut pas monter très très haut pour retrouver une atmosphère calme. C'est d'ailleurs, sans parler du vol en montagne, ce qu'on retrouve ici dans la région, partant de Fort Mistral, des fois à 2000 pieds, on est déjà en laminaire, et d'autres fois, il faut monter aux 80, aux 90, voire au niveau 100 pour se trouver en air plus calme. Voilà. Bon, attention à ces effets sous le vent qui peuvent être dangereux. Petite anecdote, je dis que je fais vite, mais je ne vais pas tenir le crachoir trop longtemps. Récemment, j'ai un collègue de travail qui s'est acheté un ULM, et puis je me souviens, il arrive le lendemain au boulot, le nez éclaté, un pansement comme ça, sanguinolent en plus. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ben, j'étais derrière le mont Ventoux, j'ai pris une turbulence d'enfer, et alors ma ceinture était mal ajustée parce que ma machine elle est nouvelle et qu'il faut que je la règle patin poufin, donc j'ai décollé, prink, et puis là le montant en fer, je me le suis pris, ping, comme ça, et je suis rentrée. Bon, bref, enfin à moitié le nez pété, et tout ça. Je dis, mais pourquoi t'es parti? Il me dit, le vent était dans l'axe. Je dis, certes, mais vu le def qu'il y avait, c'est pas tout qui soit dans l'axe, il faut quand même aller se mettre par derrière le relief pour prendre du vent comme ça. Bref, bon, c'est un peu anecdotique, mais enfin, bon, seul dans la machine, c'est le coup à être sonné, voire à faire un malaise, à stresser aussi sa cellule. Bon, faites attention dans des conditions turbulentes. Alors, vent et turbulence, un petit schéma pour vous montrer qu'au vent du relief, si en plus vous avez de l'air humide, par forçage orographique, ce qu'on appelle le forçage orographique, cette masse d'air humide, elle va être soulevée. En se soulevant, elle va se refroidir. En se refroidissant, il va y avoir condensation et donc formation nuageuse, voire précipitation. Donc, dans des atmosphères humides par forçage orographique, vous allez avoir au vent du relief une formation nuageuse,
et ensuite sous le vent du relief par affaissement de la masse d'air, les turbulences et tout ça, tout ce qui peut aller avec, mais aussi un assèchement de la masse d'air, c'est ce qu'on appelle les trous de Föhn. Quand le vent est suffisamment fort, perpendiculaire à la paroi ou dans des angles de 30 degrés environ, un phénomène ondulatoire peut se créer qui va aller ensuite en s'amortissant. Si l'air est relativement humide, cette ondulation peut être matérialisée physiquement par des nuages qui sont des nuages lenticulaires, qu'on reconnaît bien, puisque c'est des nuages qui ressemblent à des nuages soucoupes volantes, qui sont des altocumulus lenticularis. Voilà. Toujours sous le vent du relief, vous allez avoir dans les basses couches des rotors avec des courants, enfin avec une circulation de vent qui peut être complètement inversée, par rapport à la circulation un petit peu plus en altitude du vent et qui vous génère des turbulences extrêmes. J'ai fait un stage une fois dans ma vie à Saint-Auban où on est parti pour faire du vol d'onde. J'ai cru qu'on allait casser, tellement on a décollé. C'est très très impressionnant au niveau des turbulences. Donc je vous disais qu'en météo montagne, tous les phénomènes sont amplifiés et violents. Attention aussi, parce que quand vous parliez précédemment, Dominique, d'une machine plaquée à la paroi, c'est qu'à un moment, les performances de la machine ne vont pas suffire à contrer, par exemple, des descendances. Donc, à un moment, on va être en limite de tout. Voilà. Les brises de vallée montantes, descendantes, ça c'est un petit rappel, vous le connaissez bien. C'est un phénomène thermique. En début de journée, les sommets vont se réchauffer plus vite que les fonds de vallée. Une convection va se déclencher. Cette convection, c'est un appel d'air. L'air chaud monte. Voilà. Et comme la nature a horreur du vide, cette dépression relative qui s'est créée va être alimentée par de l'air qui va arriver de la vallée en remontant dans la journée et qui va créer donc, disons, un vent dominant en quelque sorte, une brise de vallée montante dans cette vallée, avec un vent qui peut doubler en intensité par rapport à ce qu'il est ailleurs. Le phénomène inverse, pareil mais de refroidissement, crée une brise de vallée descendante en fin de journée et dans la soirée. Alors, l'autre phénomène dangereux en aviation, très dangereux évidemment, les orages. Pourquoi ? Parce que le développement vertical est encore amplifié par le forçage orographique, par le fait qu'il y ait une montagne et que le côté déjà dynamique de la cellule va être encore amplifié, on va dire. Que vous pouvez avoir des sommets qui se bougent, que ça se bouge devant, que ça se bouge derrière, que parfois le demi-tour en montagne n'est pas toujours facile. Et puis surtout que les échappatoires, ils ne sont pas comme en plaine. Vous n'allez pas à un moment, si vous êtes dans des vallées que vous ne pouvez pas passer au-dessus et que vous ne pouvez pas passer à côté, on se fait piéger. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit, la fuite est compliquée, voire impossible, donc danger encore plus. Bon, stratus et brouillard de pente. Bon, là, on reste dans le schéma habituel du forçage, où vous avez une masse d'air humide qui n'est pas encore sous forme liquide, avec des gouttelettes d'eau qui ne sont pas transparentes, mais avec le soulèvement, refroidissement, condensation, formation de nuages, et puis ça envahit tout. Voilà. À retenir donc qu'en montagne, tous les phénomènes sont amplifiés, l'évolution est rapide, voire très rapide, et les performances machines ne peuvent pas aller à l'encontre de ces phénomènes de la nature.